Bonjour à tous, c'est un privilège pour moi d'être le premier à parler, vous êtes encore frais, mais je vous rassure, Charles a mis les meilleurs pour la fin, donc ils veilleront à ce que vous mainteniez le cap pendant les 3 heures qui viennent. Alors moi je vais vous parler de, je ne sais pas pour le slide, comment est-ce qu'il... je dois faire quelque chose de particulier. Quel est le problème? Il est là, mon ami, voilà. Voilà. Donc, Voilà. le diaporama. Voilà. Donc, je vais vous parler des entrepreneurs sociaux. Alors, peut-être tout de suite, 3 petites questions. Qui se sent parmi vous un entrepreneur? Vous levez le doigt, juste pour voir un peu qui est dans l'assemblée. Et parmi ceux-là, qui se sentent des entrepreneurs sociaux? Il y en a quelques-uns quand même. Hein. Et dernière question pour le reste, alors, qui n'a pas la moindre idée de ce que peut être un entrepreneur social? Une personne, d'accord? Bon, j'espère que malgré tout, la présentation que je vais faire va pouvoir vous donner des idées, comme l'a dit Charles, pour sortir out of the box. Alors, je vais commencer par Dan Pink. Dan Pink est un auteur anglophone que vous connaissez peut-être, et qui dit « Qu'est-ce qui motive les entrepreneurs fondamentalement ?» Il y a trois raisons fondamentales. La première, c'est un souci ou un besoin d'autonomie. Je pense que c'est clair pour ceux qui sont des entrepreneurs. Le deuxième, c'est aussi un souci de maîtrise, d'être le maître de son bateau, de son entreprise, de l'activité que l'on développe. Et puis, troisièmement, évidemment, c'est le but que l'on poursuit. Alors, ce but, il peut, pour caricaturer un peu, prendre 3 formes. Il y a bien sûr celui de gagner de l'argent, éventuellement même beaucoup d'argent. Il y a le plaisir, la motivation intrinsèque d'entreprendre quelque chose. Et puis, troisièmement, il y a la responsabilité sociétale, l'engagement social de fournir des services qui vont contribuer à quelque chose de positif dans la société. Alors, certains vont me dire, bon, responsabilité sociétale, est-ce que c'est vraiment ce qui motive certains entrepreneurs? Je crois que oui, et probablement une grande partie. Et autant dire, je pense que je ne devrais pas vous faire de grands dessins, que nous sommes aujourd'hui en face de défis sociaux majeurs, et je vais essayer de les synthétiser autour de 6 axes, qui sont aussi 6 axes autour desquels on peut entreprendre socialement ou sociétalement. Le premier de ces défis, c'est bien sûr le défi écologique. Là aussi, pas besoin de vous en dire plus. Le deuxième, c'est celui de la démographie. C'est non seulement le vieillissement de la population, mais c'est aussi l'immigration. Et l'intégration des personnes de différentes cultures, la gestion de la diversité. Là-dedans, il y a toute une série de défis particulièrement prenants aujourd'hui. La santé, bien sûr, liée au vieillissement de la population, mais pas seulement. Liée aussi aux problèmes d'inégalité sociale qui sont croissants aujourd'hui. Ce qui nous mène d'ailleurs à cet autre défi, qui est la pauvreté croissante. Hein. Je pense que c'est de plus en plus clair pour la plupart d'entre vous. Les 30 dernières années ont vu une augmentation très marquée des inégalités, alors que pendant les 30 années qui l'ont précédé, donc les 30 glorieuses, juste après la guerre, ces inégalités s'étaient réduites. Donc on est vraiment dans une phase où les tensions sont en train de croître et de manière très très problématique. La communauté, vivre ensemble, comment vivre ensemble, il y a toute une série de défis par rapport à cela. Et puis le dernier, c'est celui de l'éthique au sens large. Ça passe du commerce équitable aux problèmes de gestion de toute une série de produits dans certaines entreprises, etc. Donc 6 défis majeurs qui constituent en fait autant d'opportunités pour des entrepreneurs sociaux. Et fondamentalement, on pourrait se dire par rapport à ces défis sociaux, bien sûr, qui va essayer de les relever? Alors il y a bien sûr l'État, le gouvernement, mais comme vous le savez, il est dans certains cas plus ou moins en faillite, ou en tout cas ses moyens sont relativement réduits pour aborder ou pour aider à relever certains de ces défis. Les entreprises, pour faire très simple, dans certains cas, elles sont un peu déconnectées. Pas toutes, évidemment, mais certaines ne mesurent pas tout à fait l'ampleur de certains de ces problèmes que certaines ont d'ailleurs contribué à aggraver. Et puis, il y a évidemment tout ce qui sont le volontariat, les fonds, les charités, etc.,
qui sont très très bien, qui font un très bon boulot, mais qui ne sont pas toujours durables, soutenables, parce que leurs fonds, leur argent dépend elle-même d'entreprises ou du gouvernement, et qui en plus sont généralement insuffisantes. Ce qui laisse donc un champ énorme pour le développement de ce qu'on appelle le social business en anglais, les entreprises sociales, qui ne sont pas des ONG, et qui ne sont pas simplement des entreprises à caractère social. Ce sont vraiment des entreprises, mais dont le but est de développer ou d'avoir un impact social important. Et peut-être essayer un peu de faire une typologie rapide de ce qu'elles sont. Il y a évidemment, on peut distinguer en fait 6 grands types d'entreprises ou d'organisations. Il y a des entreprises commerciales pures. Il y en a des non commerciales, alors là on tombe vraiment dans des fonds, des charités et autres. Et puis il y a toute une série de types d'entreprises entre les deux. Alors je vous dirais que si je prends le secteur de la grande distribution, on pourrait dire, bon voilà, Carrefour, j'espère qu'on ne m'attaquera pas là-dessus, mais bon, c'est une entreprise commerciale assez classique. De l'autre côté, vous avez les soupes populaires. Voilà, c'est un autre type d'organisation qui distribue aussi de la nourriture, mais selon des modèles totalement différents. Après, bien sûr, vous avez des entreprises où il y a une forte activité de responsabilité sociétale, un fort programme. Alors, il est plus ou moins fort selon les entreprises. Vous avez des entreprises comme Deleuze ou Colruyt qui se différencient plus ou moins par rapport à leur programme de responsabilité sociétale. D'un autre côté, vous avez des entreprises qui vont encore beaucoup plus loin que simplement avoir un plan ou un projet de responsabilité sociétale. Vous avez des entreprises qui véritablement s'engagent totalement, mais qui restent avant tout des entreprises axées sur le profit, telles que, par exemple, aux États-Unis, Whole Foods. C'est vraiment une chaîne de distribution axée sur la nourriture qui est tout à fait extraordinaire. Je ne vais pas étayer tout ce qu'elle fait, mais toute sa culture et sa manière d'aborder la nourriture est vraiment très, très impressionnante. Mais il y a aussi de plus en plus d'organisations qui ont un but tout à fait non commercial, mais qui intègrent de plus en plus des services rémunérateurs. Je pense par exemple au Resto du Cœur. Et puis vous avez ce dernier type d'entreprise qu'on appelle le social business ou les social enterprises, qui se situe entre tout cela. Et là, on pourrait citer par exemple les micro-marchés, on pourrait Rubies in the Rubbles en Angleterre. Alors, qu'est-ce qui distingue un peu ces différentes organisations? On peut les distinguer en parlant d'entrepreneurs ou d'intrapreneurs sociaux. Ça concerne ces trois-là. Et puis le reste, ce sont plutôt des entrepreneurs ou des intrapreneurs classiques. La grosse différence, c'est que certains sont guidés d'abord par le profit et intègrent toute une série de contraintes sociales ou sociétales et d'objectifs, mais qui sont plus en support, plus à la périphérie de ce qu'ils font, tandis que les autres sont d'abord guidés par l'impact sociétal et intègrent évidemment alors à des degrés divers la soutenabilité financière qui doit l'accompagner. Et en particulier, ce qui caractérise le social business, c'est véritablement de vouloir être rentable comme organisation et de ne pas dépendre de soutien particulier. Donc, ils font vraiment du profit, veulent être profitables, mais leur but premier est celui d'avoir un impact sociétal marqué. Alors, je pense que c'est le fait que ces entreprises émergent de plus en plus aujourd'hui est tout à fait remarquable et marque qu'il y a une réponse à un besoin qui se manifeste. Alors, il y a toute une série de choses qui sont en train de se passer. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, dans nos législations, en fait, c'est encore peu facile à faire. Parce qu'aujourd'hui, soit vous pouvez être une SA, soit vous êtes et là, en fait, vous devez avoir comme objectif premier, c'est dans les textes de loi, le profit, et vous avez alors toute une série de facilités quant à l'organisation de cela, ou alors vous devez être plutôt sans but lucratif, et en gros, il est difficile d'en faire. Donc aujourd'hui, dans beaucoup de pays européens, y compris dans le nôtre, il faut que nous aménagions la législation pour faciliter en fait l'organisation et l'émergence de ce type d'organisation. Mais il y a aussi
de manière plus générale, je pense, un changement radical qui est en train de se produire. Alors, il est encore lent et il est peut-être encore pas partagé par tous, loin de là, mais on sent qu'il y a quelque chose qui bouge, y compris dans les grandes entreprises. Et j'en veux pour preuve ceci. Si on demandait aujourd'hui à la plupart des managers ou des entrepreneurs quelle est la responsabilité d'un manager, ils vous diraient, je pense pour la grande majorité, que c'est de maximiser le profit, maximiser la valeur actionnariale sous la contrainte du respect des lois. C'est la théorie de Friedman, bien connue, et qui prévaut dans la plupart des organisations aujourd'hui. Or, de plus en plus de voix s'élèvent pour dire que ce postulat n'a rien de naturel, n'a rien d'inévitable, qu'il est en fait une idéologie, tout à fait acceptable si l'on veut, mais néanmoins une idéologie. Et toute une série de personnes vous disent non, il faut changer. Et vous avez des gens comme Emmanuel Faber, qui est un des patrons de Danone, qui a un discours qui met sur sa tête Friedman et qui est de dire, en fait, le but d'une organisation, la responsabilité d'un manager ou d'un entrepreneur, c'est d'optimiser la valeur pour toute la société, la valeur que réalise son entreprise pour toute la société sous la contrainte d'un profit adéquat. Et là, je pense qu'il y a vraiment un basculement qui est en train de se mettre en place. Il est modeste aujourd'hui, mais je pense qu'il est en progression nette. Alors, comment font les entrepreneurs sociaux pour réaliser cela concrètement ? Tout d'abord, ils remettent en cause les dogmes et les compromis, comme je viens de l'évoquer aujourd'hui. Partir de cette idée que maximiser la valeur actionnariale n'est pas l'alpha et l'oméga de l'entreprise. Ils créent de la valeur par une meilleure prise en compte des parties prenantes et du long terme. Donc de ce point de vue-là, ils vont véritablement avoir une discussion et partir de l'ensemble des parties prenantes plutôt que seulement de certains. Ils vont, de manière générale, rejeter les modèles marketing traditionnels qui ne marchent pas pour ce type de service. Et puis enfin, ils n'ont pas une approche qui vaut seulement vers l'extérieur, mais aussi vers l'intérieur. Ils ont une approche, je dirais, intégrée du changement managérial qu'ils veulent avoir. Et donc, à la fois dans la manière de gérer les équipes, etc., il y a des tas de choses différentes qu'ils mettent en place. Très différentes, donc je ne peux pas rentrer dans les détails ici, on pourra les aborder dans le workshop. Cela mène, je dirais, à 3 grands types d'innovation, si l'on peut parler ainsi. Le premier, c'est au niveau des business models. Les business models qu'ils pensent, qu'ils développent, sont souvent en rupture par rapport à ce qui se fait généralement. Deuxièmement, ils innovent fortement au niveau des produits et des services. Et troisièmement, ils innovent aussi au niveau des marchés qu'ils desservent. En fait, ils vont très souvent desservir des marchés qui n'étaient encore desservis par personne. Essayons de voir un peu quelques exemples de cela. Quand je vous parle de business model, prenons le secteur de l'électricité par exemple. Aujourd'hui, pour la plupart des vendeurs d'électricité, ce qu'ils font, c'est vendre de l'électricité. J'ai déjà 3 minutes, je vais écourter très vite. C'est vendre de l'électricité. Or, il y a moyen de faire les choses très différemment, parce que si on vend de l'électricité, même si on essaye d'être vert, on va toujours générer plus d'électricité et tous les problèmes que cela implique par ailleurs. Si par contre, on prend un business model qui est de dire on vous garantit un niveau de chauffage dans votre maison, dans votre entreprise, pour un prix X, alors le but pour l'entrepreneur n'est plus de vendre plus d'électricité, au contraire, c'est d'utiliser moins d'électricité pour rendre le service qu'il propose à son client. Et vous avez comme cela des renversements fondamentaux de business model qui sont tout à fait passionnants. Et c'est vrai à des degrés divers. Electrabel essaye d'aller dans ce sens, mais de manière assez timide. Des entreprises comme Enocom vont beaucoup plus loin, Opower encore plus. Je vous prends un autre exemple qui me parle beaucoup de renversement business model, c'est celui de Michelin. Ils n'ont pas totalement viré leur cutie, si l'on peut dire ainsi, mais ils essayent de ne plus vendre des pneus, mais de vendre du kilomètre. Et en vendant du kilomètre, ce qu'ils veillent alors à faire, c'est à produire des pneus qui vont durer le plus longtemps, et non pas de programmer cette obsolescence comme on la connaît bien avec ses effets détrimentaux pour l'environnement. Au niveau des produits et des services, je vais aller très vite, on peut en fait les distinguer en fonction de si on regarde le business
d'aujourd'hui, comment on va le gérer, ou comment on essaye d'envisager les opportunités de demain. Et de l'autre côté, de savoir si on fait des innovations surtout en interne ou axées sur l'externe. Au niveau du premier cadran, c'est tout ce qui apporte des innovations en termes de prévention des risques. Au niveau de regarder demain, c'est développer les clean tech d'une manière ou d'une autre, par exemple. Au niveau de prendre en compte plus les acteurs extérieurs, c'est ce qu'on appelle le product stewardship. Donc c'est vraiment intégrer dans le développement des produits et des services l'ensemble des acteurs ou des parties prenantes. Et puis, si on veut aller encore plus loin, c'est ce qu'on appelle le bas de la pyramide, le bottom billion en anglais, c'est développer des services pour des gens qui a priori n'ont pas d'argent. Et repenser radicalement des services. C'est par exemple les chaussures de sport Adidas à $1 dans les pays d'Asie du Sud-Est. Voilà, par exemple. Il y a comme ça des tas d'innovations. Au niveau alors maintenant des innovations, ce qu'on peut dire, et les études de l'Union européenne le montrent, c'est que les entrepreneurs sociaux sont nettement plus innovants que la plupart des autres entrepreneurs. Et c'est vrai dans tous les pays qui ont été étudiés jusqu'à présent. Au niveau des marchés, je vais passer très rapidement, mais on peut dire pour la consommation qu'il y a des tas de façons d'aborder la consommation de manière différente. Et puis, pour terminer, pratiquement, Charles, qui sont les entrepreneurs sociaux? Ce que dit John Elkington, qui est un des spécialistes du sujet, il dit que ce sont des gens peu raisonnables. Vous me direz, tous les entrepreneurs sont des gens peu raisonnables. Heureusement, il en faut, c'est ceux qui font bouger les choses. Effectivement, ce sont des gens qui veulent changer le système, qui ont une ambition démesurée, démesurée dans le bon sens du terme, qui sont portés par leur tripes, parce que s'ils pensaient trop rationnellement ce qu'ils essayent de faire, on les prendrait pour des fous, pour commencer. Ils pensent qu'ils connaissent le futur pour la simple et bonne raison que c'est eux qui vont le créer. Et finalement, ils poursuivent plus d'un objectif. C'est-à-dire, ça peut être le profit, mais ça peut être beaucoup d'autres choses en termes d'impact sociétal. Alors en fait, pour terminer, ce que nous faisons à iPropeller, c'est de créer un écosystème pour soutenir ces entrepreneurs sociaux. Ça passe par le conseil aux entreprises petites, moyennes ou grandes, mais également par un fonds d'investissement que nous sommes en train de lancer. Nous avons récolté pratiquement 15 millions pour soutenir des entrepreneurs sociaux à leur début. Nous ne les soutenons pas seulement financièrement, mais également au travers d'un accompagnement et d'un système qui va, permettre de financer cet accompagnement. En gros, et pour faire simple, l'entrepreneur social qui fait appel à notre fonds de soutien va bénéficier d'un coaching. Si l'entreprise se développe, le coach sera payé au prix plein qui a été convenu. Si par contre l'entreprise échoue, le coach sera payé à moitié prix, de commun accord bien sûr, au préalable, par le fonds que nous gérons. Donc vous voyez, c'est une manière de permettre à ces entrepreneurs sociaux d'avoir le soutien nécessaire dont ils ont besoin au départ. Parce que souvent, certains ont de très bonnes idées, mais ne sont pas des managers dans l'âme. Et puis enfin, nous avons un centre de recherche qui permet de penser tout cela. Voilà, je vous remercie.